Bienvenue, cher Fatah Filel. Merci Rachid pour l'invitation encore une fois. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle, avant de vous présenter, cher Fatah Filel, en fait, ce débat est en direct et en live. Vous êtes à Genève, au siège des Nations Unies, en votre qualité de membre du Comité des droits sociaux et culturels à l'ONU. Exactement. Donc, merci une fois Donc, de plus c'est d'avoir pris de votre la commission des droits économiques, sociaux et culturels. On est en pleine session. commission des droits économiques en pleine session. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce live et je vous remercie infiniment une fois de plus d'avoir pris de votre temps, ce temps précieux pour et nous l'accorder à l'Info en Face Matin TV. Cher Fatah Filel, je rappelle que vous avez été ministre délégué en charge de l'eau et experte connue et reconnue en matière de gestion des ressources hydriques. Donc, sur le lendemain de ces inondations qui ont frappé le pays, le nord du pays d'ailleurs, essentiellement, inondations, changement climatique, est-ce qu'il faut, selon vous, revoir notre modèle de gestion hydrique? Tout d'abord, Rachid, ce que nous sommes en train de traverser pour le moment, ce sont des événements extrêmes qui n'arrivent pas assez souvent, qui ont été alertés lors du sixième rapport, des rapports précédents du GIEC. Donc, le Maroc devra, ou là, il va falloir se préparer pour gérer des crises pareilles. Donc, après 7 ans de sécheresse, cette année était une année exceptionnelle, paradoxalement parce que l'anticyclone qui stoppait l'arrivée des dépressions a été déplacé, a changé de trajectoire, ce qui permet des dépressions majeures, comme des dépressions qu'on a traversées, de traverser l'Espagne, le Portugal et aussi le Maroc. Donc, ce sont des événements extrêmes. Donc, il faut se préparer par la suite pour savoir les gérer prochainement. Et ces événements extrêmes n'interpellent pas uniquement la gestion des ressources en eau, interpellent en premier lieu le département de l'eau pour construire ou pour renforcer la résilience du secteur face à ces événements-là, mais elle interpelle également tout l'écosystème. Donc, la gestion des territoires, la politique d'urbanisme, les infrastructures urbaines. Donc, tout l'écosystème doit se préparer dorénavant pour renforcer la résilience territoriale, pour faire face et absorber ces chocs climatiques pareils. Donc, dans le cas actuellement, on ne peut que se féliciter et saluer tous les efforts déployés par l'État, tout confondé, les autorités locales, les départements ministériels, les acteurs des territoires, l'agence de bassin, qui ont démontré encore une fois avec brio un savoir-faire extrêmement important, voire même extraordinaire, pour optimiser les dégâts. Donc, peut-être dans d'autres pays ou d'autres parts de le monde, les dégâts seraient énormes. Maintenant, avec l'intervention proactive, avec l'alerte, avec l'évacuation de la population, nous avons su surmonter cette épreuve naturelle et climatique avec le minimum de dégâts. Mais ça veut dire qu'en même temps, situation qui était prévisible, parce que très souvent, on dit au niveau climatique, il y a des phénomènes qui peuvent être prévisibles sur le court terme, d'autres sur le moyen terme, mais c'est beaucoup plus compliqué sur le long terme. Est-ce que face à cette situation naturelle et en même temps pas ordinaire, de précipitations extrêmement abondantes, est-ce que là-dessus, il y a déjà des premières leçons à retenir et se dire, est-ce qu'il faut renforcer la prévisibilité climatique avant d'aller sur le renforcement de l'infra dans lequel on va aussi beaucoup s'étaler avec vous et ces enjeux d'interconnexion de bassins, de barrages. En fait, Rachid, pour les prévisions météorologiques, on ne peut savoir avec certitude qu'une prévision à court terme, ça veut dire à 3 à 4 jours. On ne peut pas avoir des données très en détail, mais ça, c'est à travers tous les centres climatiques, climatologiques et météorologiques du monde. Donc, il y a des prévisions à moyen terme qui donne des trajectoires ou là une perspective de la météo, mais on ne peut savoir avec certitude la quantité de pluie qui va tomber que pendant 3 maximum à 4 jours. Donc, le champ d'intervention sera très court et il va falloir
prendre ça en considération pour gérer ça. Donc, ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en considération. Des gens qui disent que pourquoi on n'a pas ouvert les vannes très tôt. On a traversé une période de sécheresse de 7 ans. C'était une sécheresse qui quand même était très sévère. On a frôlé la crise, on a frôlé ce qu'on appelle dans le jargon des spécialistes le day zero. Ça veut dire les bassins seront complètement asséchés. Donc, je comprends l'hésitation des décideurs. Est-ce qu'on va ouvrir les vannes ou est-ce qu'on va laisser le barrage se remplir? Parce qu'on ne peut agir on a la certitude que pendant 3 jours. Donc, les prévisions météorologiques ne seront exactes et avec certitude que pendant 3 jours. C'est pour ça qu'on reçoit assez souvent les bulletins météorologiques spéciaux qu'on appelle, qui donnent des quantités de pluie qui seront abattues sur des régions avec précision. Est-ce que ça veut dire que le véritable enjeu aujourd'hui, la principale leçon à retenir, c'est qu'effectivement, la priorité va être le renforcement aujourd'hui de l'infrastructure qui n'est pas forcément adaptée. Si effectivement, on doit ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus, s'habituer maintenant à être dans un nouveau cycle, une sorte de nouvelle norme climato-hydrique qui est en train de s'installer dans notre pays. En fait, le jargon actuellement qui est véhiculé, qui est porté par tous les experts du monde, c'est que l'avenir est incertain. Donc, on ne peut pas prévoir qu'il y a des cycles chauds, il y a cycle de sécheresse, il y a cycle d'inondation. L'avenir est incertain. Ça a été démontré comme quoi on ne peut pas prévoir des cycles longs, des cycles courts, des cycles de sécheresse, des cycles d'inondation. Maintenant, il faut développer, innover d'autres solutions qui pourront par la suite atténuer et s'adapter à ces aléas pareils. Il y a plusieurs solutions qui sont actuellement sur la table, il va falloir étudier, trouver d'autres alternatives, pourquoi pas, renforcer également, et j'insiste également sur le territoire. La responsabilité n'incombe pas uniquement au département de l'eau. Il y a aussi le rôle des territoires qui est très important, il va falloir prendre avec beaucoup de sérieux, parce qu'on a l'intention que les gestionnaires de territoire, principalement les collectivités territoriales, sont là uniquement pour gérer leur mandat de 5 ans. Or, la météo, il faut se projeter dans des horizons beaucoup plus longs. Donc, il faut également trouver d'autres alternatives au niveau territorial pour essayer de renforcer une résilience et d'être prêt à absorber des chocs pareils. Il y a l'interconnexion des barrages, il y a aussi le redimensionnement, sachant que ces barrages seront dimensionnés d'avance pour recevoir des crues exceptionnelles. Le barrage Ouad El Makhazin, qui a été construit pendant les années 70, est conçu pour recevoir des crues décaminones, ça veut dire pendant 10 000 ans, pareil. Donc, il y a beaucoup de solutions qu'il faut développer, trouver d'autres, pourquoi pas, faire du benchmarking, ce qui se passe à l'international pour pouvoir être prêt à recevoir des chocs. Donc, il y a des gens qui disent pourquoi pas on n'a pas transféré l'excédent vers le barrage d'Al Khroufa. Al Khroufa également affiche un taux de remplissage de 95%. Donc, et sachant que la plaine de Lekous, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour construire des barrages en amont, parce que c'est une plaine. Donc, le barrage, on ne peut pas construire le barrage n'importe où. Il faut qu'il y ait un site quand même géologiquement et techniquement valable pour abriter un aménagement pareil. Donc, il y a beaucoup de garde-fous qu'il faut mettre et qu'il faut discuter pour pouvoir trouver des solutions beaucoup plus résilientes. On a bien vu, effectivement, vous insistez beaucoup, 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 cher Rafat Afilel, sur l'approche territoriale qui doit être beaucoup plus rigoureuse, c'est-à-dire par les différents acteurs locaux par territoire, parce qu'effectivement, on voit bien qu'aussi la réalité varie de territoire en territoire sur la gestion de l'eau. Absolument. Il y a des endroits où il y a plus d'eau que d'autres, mais simplement se dire, voilà, aujourd'hui, dans toute cette dynamique, on voit bien que c'est très localisé, c'est le nord du pays. Il y a eu beaucoup d'eau, d'ailleurs, une des villes dont vous êtes natif, je crois savoir que vous êtes natif de Tétouan, Oui, d'ailleurs, absolument. tous les environs. Il y avait à l'époque cette idée de pouvoir mettre en place aussi une espèce de viaduc, en tout cas, qui puisse transporter la surabondance d'eau dans le nord au niveau du centre de Casablanca à Rabat. C'était déjà il y a quelques années. Est-ce que ça, renforcé, ça pourrait permettre effectivement, est-ce que ça pourrait déjà être une partie de la solution?
ou pas, Oui, selon vous? le transfert de l'eau, de l'excédent de l'eau, pour ne pas dire de l'eau, ça a été étudié depuis une dizaine d'années au sein du département de l'eau et j'ai contribué également en tant que ministre à l'époque en fait, d'accélérer ça a été réussi pour le barrage de Sbou et peut-être elle est programmée également pour le barrage de Locus, mais Rachid, ce sont des solutions qui sont très coûteuses, hein, très coûteuse pour transférer de l'eau de Ouadla ou l'eau des bassins méditerranéens vers le nord. Il va falloir creuser carrément un canal souterrain qui va coûter, c'est comme le tunnel de Tishka à chaque fois. Donc, ce sont des infrastructures très coûteuses qu'il faut mobiliser les fonds pour pouvoir les réaliser. Ce sont des solutions qui sont viables. Ça a été fait par ailleurs, notamment en Espagne, on transfère de l'eau de bassin à l'autre, mais il faut quand même avoir les moyens et mobiliser les fonds pour les construire. Ce sont des solutions qui sont discutées et valables. Il faut prioriser qui sont les solutions qu'on pourra entamer et les échelonner par la suite, les Justement, échéances de réalisation. sur les barrages existants auxquels vous avez fait d'ailleurs référence, on a vu quelque chose ça a été des records qui ont été battus, des niveaux de remplissage de barrages à plus de 150, 160%. Est-ce que là, du coup, sur le moment, il n'y avait pas forcément de solution clé en main, mais ça d'une part. Et deuxièmement, est-ce que effectivement, il faut partir sur le renforcement de la capacité de stockage de ces barrages-là, qui ont été très exposés à des pluies torrentielles et abondantes, et qu'en fait, effectivement, déjà, peut-être que la priorité des priorités, c'est de travailler sur le renforcement de la capacité de stockage qui soit beaucoup plus importante dans ces barrages-là ou pas, selon vous? Donc, pour le barrage, pour juste donner une clarification, il y a deux façons de vidanger le barrage ou de vider le barrage. Il y a ce qu'on appelle la vidange de fond. Donc, on opère en premier lieu pour essayer d'évacuer la vase, ce qu'on appelle les sédimentations qui sont accumulées. Et une fois on atteint un certain niveau, et on ouvre les vases, ce qu'on appelle l'évacuateur de craie. Le barrage Ouad el Makhazin, c'est un barrage en terre. C'est pour ça qu'il y a la crainte que le barrage sera inondé. Il est inondé, Allah yahfad, ça sera la catastrophe parce que c'est un barrage en terre et non pas un barrage en béton comme le cas d'autres barrages. Donc, un barrage en terre, il y a un évacuateur de crue qui a le maximum de débit qu'il peut véhiculer. Maintenant, soulever un barrage en terre, je ne sais pas, est-ce que c'est faisable? À ma connaissance, ça n'a jamais été le cas. Mais on pourra par la suite, on pourra développer d'autres solutions, soit d'augmenter le débit d'évacuateur de crue, soit augmenter le débit de la vidange de fond pour pouvoir évacuer des craies exceptionnelles comme c'est le cas. Donc, il y a une autre solution qui est également discutée et proposée, c'est de construire un barrage en amont de barrage Ouad el-Makhazin. Donc, il faut chercher un site en amont, comme c'est le cas par exemple de barrage Al-Wahda, il y a plusieurs barrages qui sont construits en amont du barrage pour atténuer les crues qui arrivent à barrage Al-Makhazin. D'après ce que j'ai suivi quelques émissions, c'est une proposition qui est discutée, qui est sur la table. Il va falloir par la suite repérer quel site qui pourra abriter un barrage en amont de barrage Al-Makhazin. Aussi, il y a la solution d'interconnexion. Barrage Dar Kharofa, elle est en cours, le projet est en cours. Pourquoi pas d'autres barrages, soit barrage Al-Kharroub, soit carrément aquaduc vers des barrages de Tanger, dont notamment barrage 9 avril ou barrage Ibn Battuta. Donc, ce sont des solutions qu'il va falloir creuser, analyser, étudier techniquement pour tirer les leçons de ce barrage. D'ailleurs, barrage Makhadj, ce n'est pas la première fois qu'on évacue, qu'on ouvre les vannes. Donc, c'est un grand barrage, c'est un grand bassin qui reçoit beaucoup de crues. Donc, elle est souvent, les opérateurs ou là, les acteurs sont souvent appelés à ouvrir les vannes pour évacuer ce barrage. Sauf que les crues reçues pour ces précipitations, ce sont des crues exceptionnelles. Donc, sur l'interconnexion justement des barrages, est-ce que vous faites partie de celles et ceux spécialistes et expertes sur le sujet de la gestion des ressources hydriques qui disent qu'il faudrait une approche singulière et spécifique à cette région du pays, au niveau du Nord, pour une véritable interconnexion, non pas qu'il soit sur l'ensemble du territoire, mais sur le territoire et la région du Nord du pays? J'ai pas bien entendu, Ismaël.
est-ce que vous faites partie de celles et ceux spécialistes en gestion des ressources hydriques qui considéraient qu'il faut avoir une approche très singulière et propre au nord du pays en matière d'interconnexion des, Ce n'est euh, pas des bassins? Ce n'est pas uniquement au nord, mais on se rappelle des inondations de Tata. Et même les bassins de sud également ont été sujets à des inondations catastrophiques. Tata, on a perdu quatre personnes, 14 vies. Donc, tout le territoire marocain, dorénavant et maintenant, la crise ne fait que commencer, doit se préparer, renforcer sa résilience, renforcer les infrastructures, renforcer l'alerte précoce pour pouvoir gérer des catastrophes. La crise ne fait que commencer. Que ce soit la crise de sécheresse, que ce soit également des inondations dévastatrices comme celle du Nord. Donc la crise ne fait que commencer. Il faut que tout le territoire, aucun territoire n'est épargné de ces crises-là. Mais est-ce qu'en même temps, on peut envisager, Sharafat Afilel, une vision sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire le nord, le centre et le sud, avec une approche d'interconnexion des bassins? Parce que Il y quand a on regarde le monde, il y a, pas, il y a très peu de pays dans le monde qui arrivent effectivement, qui sont arrivés effectivement à interconnecter tous les bassins et pour pouvoir avoir une fluidité et avoir une gestion efficiente de l'eau et de l'eau abondante. L'interconnexion, c'est une très bonne chose, mais il faut aussi que les études techniques et d'ingénierie démontrent son efficacité. On ne va pas pouvoir transférer de l'eau qui monte des ponts et tout ça. Ça va coûter beaucoup plus cher parce va falloir pomper. Il faut que la nature soit, la géographie soit favorable à ces transferts-là. Aussi, il faut que le coût soit un coût accessible parce que transférer de l'eau, je veux bien, mais pas à n'importe quel moyen. Donc, ce sont une solution parmi d'autres. Je ne peux pas donner une solution miraculeuse qui sera copier-coller dans tout le bassin, mais chaque bassin a ses spécificités, a ses contraintes et aussi a sa géographie. Donc, il faut tenir en compte beaucoup de dimensions pour pouvoir trancher vers une solution ou une autre. Est-ce que par rapport à toute la stratégie, justement en matière d'eau, qui a été budgétisée avec un coût global de plus de 140 milliards de dirhams, qui prévoit la construction de nouveaux barrages, la construction également de stations de dessalement d'eau de mer, aussi de renforcer la réutilisation des eaux usées. Est-ce que tout ce qui a été mis en place aujourd'hui et qui est en train d'être déployé pour l'horizon 2030, et de manière à avoir un niveau additionnel d'eau produite, est-ce qu'il faut revoir ça aussi et le réajuster à la lumière de ce qui vient de se produire, selon vous? C'est la chute. Donc, le secteur de l'eau ne bénéficie de la priorité du gouvernement uniquement quand il y a de la sécheresse ou des inondations. Quand il y a une année normale, on dit non, maintenant, c'est pas une priorité. Peut-être il faut prioriser d'autres secteurs, notamment l'enseignement, la santé. Il y a beaucoup de secteurs qui nécessitent encore des efforts additionnels. Mais à partir des années de sécheresse, je me souviens très bien l'un des discours de Sa Majesté. Elle a dit qu'on est amené à respecter le programme prioritaire, quel que soit l'état climat hydrologique futur. Donc, tout d'abord, il faut tirer l'enseignement qu'on ne doit pas oublier les projets oh là, les dispositions du programme prioritaire parce que dès qu'on oublie ou là, qu'il y ait une année de retard, c'est une année à problème. Donc, il faut respecter les échéances de mise en œuvre des projets, peut-être revisiter ce programme et l'améliorer et mettre en place d'autres solutions suite à la crise qu'on est en train de traverser, oui, mais ce ne serait une grande erreur ou là, une grande faute de mettre dans le placard le programme prioritaire parce que, comme ça a été dit, on peut vivre une période de sécheresse similaire qu'on a traversée. Donc, il faut respecter les échéances de mise en œuvre des projets, il faut respecter les engagements en matière d'investissement public, il faut respecter également les solutions qui ont été développées dans le programme prioritaire. Effectivement, on est face à certains diraient comme vous, les experts, et surtout les experts climatologues, d'une anomalie en fait climatique. C'est ça en fait le qualificatif qui est employé. Et jusqu'à présent, c'était la sécheresse, donc l'objectif initial de tout ce qui était prévu en matière de stratégie nationale de l'eau, c'était de créer plus d'infrastructures, barrages ou stations de dessalement d'eau de mer et de réutilisation des eaux usées pour avoir plus de volume d'eau additionnel. Là, on voit bien qu'en 2 mois, on a eu des précipitations extraordinaire avec une abondance record d'eau. Donc, là, on est sur un trop plein d'eau.
Est-ce que ça peut paraître paradoxal de se dire, en fait, toute une stratégie a été construite pour pouvoir avoir plus d'eau, et là, du coup, en quelques jours, on s'est retrouvé avec une abondance d'eau. Normalement, cette abondance, on devrait faire une réserve stratégique. On était vraiment préparé pour ça. Et comme on n'a pas vécu une crise similaire, donc c'est normal qu'on va on va vouloir se débarrasser de cet excès d'eau. Mais normalement, il faut tirer, comme tu l'as très bien dit, Rachid, les enseignements nécessaires pour pouvoir faire de cette abondance une réserve stratégique pour faire face à des éventuelles périodes de sécheresse futures, normalement. Mais c'est ça, comme j'ai signalé, l'avenir est incertain. Donc c'est le slogan des experts à l'échelle internationale. On ne peut pas prédire ce qui va se passer par la suite. On peut vivre des périodes de sécheresse, comme on peut, à l'instant à l'autre, basculer vers des cas pareils. Et par rapport à ces années de sécheresse aussi, d'ailleurs, les 7 années consécutives de sécheresse, toute l'eau qui est tombée là, est-ce que ça réduit un peu le déficit, ces précipitations? Qu'est-ce que ça a eu comme pour effet? Est-ce qu'on a perdu toute cette eau, ou effectivement ça a permis aussi de renforcer les sols et d'avoir un effet, Là, d'avoir quoi qu'il en soit un effet, j'allais dire, positif bien sur la nappe entendu, phréatique? je me souviens un grand monsieur qui était un commis de l'État qui a dit qu'on peut trouver des solutions pour les inondations, on ne peut pas trouver les solutions pour la sécheresse. Et se reconnaîtra effectivement. Donc pour il y a tout d'abord l'alimentation de la nappe, l'écosystème a retrouvé son équilibre également, les barrages sont remplis, on ne peut que se réjouir de cette belle donnée de la nature. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, les gens ont été évacués, ils ont quitté leur maison. Il y a eu des pertes aussi pour certains endroits, notamment de Tétouan. Mais alhamdoulilah, la situation est beaucoup plus apaisée par rapport au passé. La même période de l'année passée, le taux de remplissage était de 27%. Donc on était pratiquement, on a frôlé la crise. Donc, alhamdoulilah, d'abord maintenant, on peut se dire, Allahumma lak alhamd. On est passé de 27% à 160%. Vous faisiez référence en début de débat, Jean-Fatah Fili, en disant attention, une des premières leçons à tirer, c'est que tous les acteurs doivent travailler ensemble, et que ça concerne aussi bien l'urbanisme, tous ces enjeux d'autorisation de construction, ces enjeux aussi écologiques, parce qu'on parle beaucoup d'écologie chez nous, de préservation de l'environnement. Certains considèrent que toute cette déforestation aussi qu'il y a pu y avoir dans cette région du pays qui est le nord, de notre pays, a eu aussi des effets peut-être accélérateurs Oui, voilà, de ces dégâts en matière hydrique. Est-ce que voilà, aujourd'hui, en fait, on est face à un territoire qui est mondialisé, quelque part, d'un point de vue climatique, et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que les populations qui ont été, par exemple, déplacées, est-ce qu'elles vont pouvoir retrouver leur domicile? Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi couru pour ces populations de revenir dans leur maison, alors que demain ou après-demain, s'il y a encore une fois de plus des pluies torrentielles, il y aura encore cette menace-là? oui, effectivement, l'aménagement du territoire est interpellé également fortement par ces crises, ou là, ces aléas, par ces événements extrêmes. On ne peut pas concevoir une politique d'urbanisme j'interpelle la politique d'urbanisme à l'échelle ministérielle, mais à l'échelle de territoire, de donner des autorisations de construction dans des zones inondables, dans des DAIA, dans le domaine public, de concevoir également, dimensionner de réseaux d'assainissement qui ne permet pas de recevoir des débits pareils, de ne pas entretenir également ce réseau d'assainissement. Donc, il y a plusieurs dimensions qu'il faut quand même tenir en compte pour accroître, renforcer la résilience territoriale. Je me rappelle du drame de Safi, tout un quartier, là, toute une ville ancienne, soi-disant, a été construite pratiquement sur le chemin de Oued. Donc, ce sont des aléas ou là, des dysfonctionnements qu'il va falloir corriger. Sinon, même avec les efforts qui seront déployés en amont en matière des aménagements hydrauliques, euh, on va vivre des cas de crise pareils.
C'est-à-dire que même si effectivement il y a la construction de nouveaux barrages, par exemple, dans cette région, vous dites que vous, la priorité des priorités, c'est surtout Oui, où est-ce qu'on loge les personnes, que ne pas octroyer des autorisations de construction sans tenir compte de ces enjeux de menaces à la fois hydriques et écologiques. parce que la pluie ne tombe pas uniquement au niveau de vos barrages, il tombe également dans le secteur urbain. Donc, il faut que euh, la politique ou la gouvernance territoriale soit aussi interpellée et impliquée et engagée pour un renforcement de la résilience territoriale. On l'a vu, vous faisiez référence d'ailleurs à un discours de la plus haute autorité de l'État. Il y a un autre discours aussi qui a initié une nouvelle génération de programmes de développement territoriaux intégrés, les PDTI. Est-ce que là, du coup, ben, ça va être peut-être une nouvelle compétence aussi pour ces pilotés par, coiffé et piloté par le ministère de l'Intérieur sur cette question-là, et plus spécifiquement d'ailleurs au nord du pays, mais pas que, effectivement, de se pencher de très très près sur ces risques aujourd'hui en matière de tension hydrique. Normalement, ce qu'on appelle, c'est, il faut qu'il y ait une gestion intégrée. Il faut qu'il y ait une gestion intégrée. Non, on a des gestions fragmentées. Le secteur de l'eau, à part, les territoires se considèrent qu'ils sont autonomes et n'ont pas le droit d'avoir des avis d'autres départements ou là, d'autres acteurs. Les autorités sont là pour essayer de superviser. Normalement, on dit la gestion de l'eau from the snow to the sea. Ça veut dire de la neige jusqu'à la mer. Il faut qu'il y ait une politique intégrée pour pouvoir renforcer notre résilience. Bien entendu, l'amont a un rôle très important parce que c'est là on voit, on trace la trajectoire des ressources de l'eau, ou la des flux ou la des crues, mais l'aval également a un rôle très important. Il faut qu'il tienne en compte de tous ces aléas, tous ces risques et l'intégrer dans la politique de gestion de territoire. Et j'insiste principalement sur les communes territoriales. Parce que maintenant, leurs compétences sont renforcées, que ce soit les communes ou les régions, leurs compétences renforcées, les moyens sont là. Les moyens aussi, l'État leur donne des budgets très importants. Et il faut que les risques climatiques ça font partie que ce soit de PDR, le plan de développement régional, ou là, le PAC, le plan d'action communal. Et les PDTI, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une nouvelle forme de gouvernance des territoires qui est en place et qui est en place, et d'ailleurs, Oui, qui est en oui, phase oui. de déploiement aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on doit considérer, vous qui êtes spécialiste et experte en ressources hydriques, qu'effectivement, l'eau, c'est un sujet extrêmement sensible, parce que c'est un droit, déjà d'une part, et deux yeux, de permettre aussi à toutes les populations de pouvoir avoir à disposer de l'eau et d'eau potable. Est-ce que là, il y a un enjeu aussi où vous dites effectivement, c'est important aussi que ce soit le ministère de l'Intérieur qui prenne le lead là-dessus pour permettre effectivement de prévenir le risque et de renforcer toutes les infrastructures nécessaires pour, dans le cadre et la perspective de la sécurité hydrique. Non, normalement, le ministère de l'Intérieur pilote les opérations qui ont un lien, enfin, qui ont un impact sécuritaire, mais il a un savoir-faire qui est extrêmement important. Il a géré des événements catastrophiques différents. Ce qu'il fait en ce département, il a capitalisé un savoir-faire, une expertise très importante pour pouvoir gérer. D'ailleurs, j'ai dit que je félicite tous les acteurs, notamment le ministère de l'Intérieur. Il y a un département de gestion des catastrophes naturelles. Donc, il y a des appels à projets, et ça, c'est ce qui est très important, qui se font annuellement et qui sont destinés à tous les acteurs des territoires, que ce soit les établissements publics, que ce soit les communes, pour présenter des projets pour renforcer leur résilience à gérer des catastrophes naturelles. Et j'incite sur ça. Les communes peuvent, selon leur véhicule, les régions également, de présenter des projets pour bénéficier d'un financement. Et récemment, l'appel d'offres a été lancé il y a quelques jours également pour recevoir et présenter d'autres projets. Le ministère de l'Intérieur fait son travail. Maintenant, il faut quand même des efforts additionnels ou la supplémentaires en matière de gouvernance et convergence de tous ces acteurs-là pour pouvoir gérer des événements, là, des catastrophes liées à l'eau, from the snow to the sea, يعني la montagne jusqu'à la mer.
région, une fois de plus, que vous connaissez très bien aussi. Est-ce qu'il y a une dimension aussi qui est, bon, on l'a pas trop abordé, mais parce qu'il y avait d'autres défis, notamment de déplacer et de protéger les populations, ce qui a été très bien fait d'ailleurs par l'État, mais écologique. Est-ce qu'effectivement là, on se dit aussi que cette dimension écologique, parce qu'on en parle beaucoup, ça, il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de thématiques là-dessus, mais qu'effectivement, cette région-là qui est très verte, très forestière, il y a de la faune, il y a de la faune, et de la faune aussi qui a été a priori un peu abîmée par des constructions massives, et que là aussi, il doit y avoir un regard, une attention particulière qui doit être accordée à cette dimension écologique de cette région. Bien entendu, c'est une région qui est très connue par des écosystèmes qui sont diversifiés et riches. Maintenant, avec les précipitations, je pense que l'équilibre sera rétabli pour certaines zones, mais il y a d'autres zones il y a d'autres écosystèmes qui ont complètement été détruits par la politique de l'urbanisme. Donc, il y a cette dimension écologique également qui a bénéficié de ces précipitations qu'il va trouver. Il y a beaucoup de zones humides dans cette région. Donc, quand on traverse l'autoroute, on voit pas mal de lacs d'eau. Donc, c'est une région qui est riche sur le plan écologique et écosystémique. Donc, voilà. Donc, il y a des bénéfices. Il a bénéficié de ces crues-là pour pouvoir rétablir son équilibre. Est-ce que juste en guise de conclusion, cher Fatah Filel, est-ce que se dire qu'effectivement la crise de l'eau chez nous, c'était déjà du stress hydrique? Je rappelle, on fait partie des pays dans le monde les plus exposés au stress hydrique. Là, il y a eu abondance d'eau. Vous disiez effectivement, on est dans l'imprévisibilité, l'inconnu, à la fois climatique et donc du coup même hydrique. Mais est-ce que les véritables défis qui sont structurels aussi, il ne faut pas les oublier, c'est l'épuisement des eaux souterraines et l'aggravation de la pollution sous les sols. Est-ce que c'est là aussi, ça ne doit pas nous faire oublier aussi que il y a de la gestion en surface qui doit être faite, mais il y a aussi ces enjeux d'épuisement des eaux souterraines qui sont source d'inquiétude chez les experts. Bien entendu, les nappes souterraines, normalement, devaient être des ressources, des réserves stratégiques pour la période de sécheresse. Maintenant, toutes nos nappes stratégiques ont atteint un niveau de surexploitation très alarmant. C'est vrai, avec ces précipitations, il y aura quand même un enrichissement, mais avec la politique qui a été entamée dans le passé d'encourager certaines pratiques de culture sans tenir compte de la soutenabilité ou la durabilité de ces ressources-là. Je pense que l'un des dimensions auxquelles il va falloir, d'ailleurs, on n'a pas réussi à asseoir un mode de gouvernance durable parce que ça ne concerne pas uniquement le département de l'eau, ça concerne d'autres départements. Donc, il faut peut-être se focaliser sur de rétablir l'équilibre hydrique des nappes phréatiques et de les considérer comme des réserves stratégiques. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut donner, ça va mettre en avant au futur. Dernière petite question, vous avez vu comme moi, il y a un nouveau projet de loi 3015 relative à la sécurité des barrages qui a été examiné en conseil de gouvernement, juste en pleine inondation au niveau des pluies torrentielles au niveau du nord. On voit bien qu'il y a un attachement et une priorité qui a été donnée, sur le classement des barrages, ABC en matière de surveillance, donc de Mhm. renforcer la surveillance en fonction de la classification des barrages, là, et des études plus régulières et plus et périodiques en matière de sécurité des barrages. Donc on voit bien que l'exécutif priorise d'ores et déjà les barrages existants et leur renforcement en matière de contrôle, en matière de sécurité. Pour vous, c'est une bonne chose? Il y a une loi sur la politique de la sécurité des barrages, mais ce sont pour les futurs barrages. Effectivement, donc, ces aménagements sont surveillés chaque jour comme quelqu'un qui est prédisposé à avoir de diabète. On mesure la tension, on mesure le taux de glycémie. Et ils sont surveillés chaque jour par des techniciens spécialisés, ce qu'on appelle les auscultations, l'entretien préventif, l'entretien curatif. Donc, ce sont des aménagements qui profitent d'une surveillance qui est très, très poussée et très sérieuse. Donc, on ne va pas jeter la responsabilité
c'était sur la surveillance des barrages. Maintenant, il faut documenter ça et rendre ces pratiques-là et les renforcer davantage, soit à travers une loi ou des textes de décret. Et c'est opportun. C'est opportun et je salue le département de l'eau de pouvoir réfléchir et penser à ça parce qu'effectivement, maintenant, pour ne pas laisser la place à des spéculations. Les spéculations, ce qui est véhiculé sur le net, c'est affreux. Ah, le barrage sera, il y a des fiches. Donc, il faut quand même communiquer, apporter divulguer l'information, la démystifier, la simplifier pour que le citoyen soit au courant de ce qui se passe. Il y a les équipes qui font leur travail. Je dis rien et je le salue. Mais maintenant, il va falloir penser à transmettre l'information exacte à ses citoyens pour ne pas laisser la place à des spéculations que je comprends. Chacun est devenu expert pendant cette crise-là. Et faire en sorte aussi, comme vous, et je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat, malgré le fait que vous avez des responsabilités. Vous êtes à Genève, au siège des Nations Unies, parce que je rappelle, vous êtes membre du comité des droits sociaux et culturels à l'ONU, en donnant aussi de l'information, on dit parfois vulgairement de la data et de l'analyse aussi sur une situation qui s'est produite avec ces pluies torrentielles, ces inondations, ces déplacements de population dans différentes villes du pays, et de pouvoir aussi donner cette information et la partager au travers de l'Info en Face Matin TV avec les opinions publiques et les concitoyennes et nos concitoyens. Donc, merci infiniment une fois de plus, Sharafat Afilel. Merci Et à la voilà, plaisir. je vous laisse vaquer à vos occupations, à vos responsabilités, à votre mandat onusien. Et